Bonjour à tous et bienvenue sur Brainsport pour cette nouvelle vidéo qui va s'inscrire dans un format un petit peu particulier pour cette fois, puisque le thème « Quand le sport rime avec propagande » va s'étaler sur une trilogie. Donc en plus de la vidéo du jour, il y aura deux autres vidéos sur le même thème mais dans un autre contexte. Je vous laisse la surprise pour le moment. Pour l'instant, direction l'Italie de Mussolini. Allez, c'est parti! Democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente. Dès son arrivée au pouvoir en 1922, Mussolini est clair sur l'idée qu'il se fait du sport. Il veut s'appuyer sur ce dernier pour promouvoir son idée d'Italien nouveau. Il n'hésite pas d'ailleurs à donner de sa personne pour montrer l'exemple, se faisant prendre en photo en train de skier, nager ou même monter à cheval. Mais sa politique part plutôt de très loin. En effet, à cette époque, les Italiens pratiquent peu d'activités sportives, que ce soit à la campagne, où vit encore une majorité de la population, mais également en ville. Il va donc falloir imposer le sport au sein de la société. La cible première est la jeunesse, à qui on va enseigner l'éducation physique au sein d'organisations telles que l'œuvre nationale Balilla. Puis Mussolini va passer à la vitesse supérieure, en créant le CONI, le Comité olympique national italien. À première vue, il s'agit d'une institution totalement indépendante, qui répond donc aux critères du Comité international olympique. Mais en réalité, elle est à la botte du parti fasciste, comme le montre la présidence d'Achille Starace de 1931 à 1939, un homme qui fut également secrétaire du parti de Mussolini. Avec le CONI, Mussolini contrôle le sport et sa pratique dans toute l'Italie. Les organisations catholiques ou socialistes sont notamment dissoutes. Deux grands axes sont à souligner dans la politique sportive fasciste. D'une part, un grand programme d'infrastructures est lancé afin de doter l'Italie d'équipements sportifs à la hauteur de ses ambitions. Ainsi, après avoir échoué à créer des espaces en plein air pour inciter les Italiens à faire du sport, de nombreux stades sont érigés dans plusieurs villes italiennes, avec le soutien financier de l'État. Pour l'année 1929, ce ne sont pas moins de 433 stades qui sont inaugurés, pour l'anecdote, tous le même jour, le 28 octobre, jour anniversaire de la marche sur Rome de 1922 qui conduisit Mussolini au pouvoir. D'autre part, l'Italie va nourrir de réelles ambitions au plus haut niveau, comme le montrent notamment ses résultats aux Jeux Olympiques. Ainsi, elle passe de 16 médailles à Paris en 1924 à 36 aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1932. L'autre fait marquant de l'époque, c'est la double victoire de l'équipe de football italienne lors des Coupes du Monde de 1934 et 1938. J'y viens tout de suite. Democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente. Quand on pense Italie et sport, une idée vient rapidement en tête, le football. Et pourtant, ce n'était pas si évident que ça pour les fascistes, qui voyaient d'un mauvais œil ce sport en raison de la violence de ses supporters. Et oui, déjà. Mais devant son succès populaire croissant, les dirigeants fascistes vont vite comprendre l'intérêt du ballon rond. Grâce à la qualité de ces infrastructures, issues de la politique de construction de stades que j'évoquais tout à l'heure, l'Italie est désignée en 1932 hôte de la prochaine Coupe du Monde qui doit se tenir 2 ans plus tard. Dès lors, la priorité est la victoire finale. Et tous les coups vont être permis. Ainsi, pour renforcer la sélection nationale, les Italiens n'hésitent pas à aller piocher des joueurs dans les équipes sud-américaines, notamment parmi la communauté Orienti, c'est-à-dire des personnes ayant des origines italiennes plus ou moins proches. Parmi ces joueurs, 4 Argentins, dont 3 ont joué la finale de la Coupe du Monde de 1930, et un Brésilien. Sur le terrain, l'Italie va se distinguer par des pratiques douteuses et un jeu physique parfois très limite. Ainsi, en 1934, alors qu'elle doit participer à un tour préliminaire éliminatoire en match aller-retour, comme tous les autres participants, son adversaire, la Grèce, déclare bizarrement forfait après une défaite 4-0 au match aller. Inutile de dire que des soupçons de match truqué pèsent sur la rencontre. Ensuite, lors de la compétition, ce sont plusieurs matchs qui sont marqués par la brutalité des joueurs italiens, notamment le quart de finale contre l'Espagne qui se solde sur un match nul.
Les deux équipes n'ayant pu se départager, la règle est simple. Ils doivent rejouer le match le lendemain même. Mais 11 joueurs sont incapables de tenir leur place, blessés. 4 Italiens et 7 Espagnols. Lors de la demi-finale, c'est la star de l'équipe d'Autriche, le génie Matthias Sindelar, qui est blessé par le défenseur Luis Monti. L'Italie remporte le match 1-0 avant de gagner la finale 2-1 contre la Tchécoslovaquie. Cette victoire a une portée énorme pour le régime fasciste, en Italie bien sûr, mais également dans le monde entier, à la vue du nombre considérable de journalistes ayant couvert l'événement. Ce ne sont pas moins de 13 radios et 249 quotidiens de la presse écrite qui étaient présents lors de la compétition. L'Italie ne s'arrêtera pas en si bon chemin puisque son équipe gagnera la compétition de football des Jeux Olympiques de 1936 et donc la Coupe du Monde de football de 1938 en France. Democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente. Giuseppe Meazza, c'est sans doute l'un des plus grands footballeurs italiens de l'histoire. Attaquant, il savait tout faire sur un terrain, dribbler, passer et bien sûr marquer des buts. Il remporta 2 fois la Coupe du Monde, en 1934 et en 1938, dont une fois en tant que capitaine. Son sélectionneur dira de lui, l'avoir dans son équipe signifiait partir avec 1-0. Un homme élégant et classe qui avait cependant un point faible, les femmes. Un point faible qui faillit lui faire rater un match avec son club. Ainsi, le 14 novembre 1937, à 1h du coup d'envoi, il est introuvable. Un seul homme sait où il est, son masseur. Ce dernier le retrouve dans un bordel du centre de Milan, assoupi à côté d'une prostituée. Il le réveille et le ramène au stade où il plantera un doublé, visiblement peu touché par ses exploits nocturnes. Democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente. Primo Carnera, c'est d'abord un physique exceptionnel d'1m97 pour 122 kg, qui le fit d'abord connaître comme phénomène de foire avant d'être boxeur. Commence alors une relative belle carrière, ponctuée notamment d'un titre de champion du monde des poids lourds en 1933, titre qu'il conservera une année. Cependant, un certain nombre de ses combats sont controversés, notamment celui de son titre où l'on soupçonne un arrangement financier avec son adversaire, l'américain Sharkey. Pire, la même année, il met KO Ernie Schaff qui meurt 2 jours plus tard. Après son titre, il devient une véritable icône nationale. Malheureusement, il ne profitera jamais réellement de ce statut. En effet, les gains cumulés sur sa carrière seront détournés par son manager. Ruiné, il meurt en 1967 d'une maladie du foie liée à son alcoolisme. La victoire des Italiens en football est globalement l'arbre qui cache la forêt de l'échec de la politique sportive fasciste. Ainsi, la pratique du sport dans la botte italienne n'est pas réellement bouleversée. Cette politique se résume donc essentiellement à un succès de la propagande créée sur la réussite de quelques sportifs. De plus, le fascisme échouera à utiliser l'image d'un autre grand champion italien de l'époque, le cycliste Gino Bartali. Mais cela est une autre histoire. Voilà, c'est la fin de ce premier volet. On se retrouve dans quelques jours pour le deuxième. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.